Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky, voici le podcast numéro 5. Dans les news, comme d'habitude, on évoquera les dernières sorties, et on aura la fin tragique d'un feuilleton à rebondissement. Dans notre dossier, on abordera le vocabulaire de dégustation, mais seulement certains mots. Pour notre dégustation, je vous proposerai 2 produits, on parlera du rye, et bien sûr on terminera par le Whiskquiz. On a évoqué furtivement Scallywag dans un précédent podcast, ce blended malt de chez Douglas Laing. Toujours composé de single malt produits par Mortlach, Macallan et Glenrothes, entre autres distilleries du Speyside, il est cette fois disponible en version brute de fût à 53,6 degrés. Vu tout le bien que je pense de la version en bouteille à 46 degrés, je serais curieux de goûter celui-ci. Si vous tombez sur cette bouteille et que vous voulez faire un heureux, vous savez à qui vous adresser. On a parlé à l'épisode 4, il y a bien longtemps, du Green Spot, qui est un single pot still whisky irlandais. redondance, Élaboré à partir d'un mélange de fût de bourbon et de sherry et embouteillé à 40 degrés. La distillerie Middleton vient de sortir une nouvelle expression. On a ici affaire à une version embouteillée à 46 degrés, mais ayant subi un affinage dans un fût de chêne français ayant contenu du château Léoville-Barton, un prestigieux Bordeaux. rouge s'entend. Mon caviste préféré m'a mis une bouteille de côté, donc je vous donnerai mes impressions et notes de dégustation prochainement. Chez Specialty Drinks, on vend du whisky depuis plus de 50 ans. Par le biais du célèbre site thewhiskyexchange.com par exemple, Mais on embouteille du whisky aussi, au travers de la gamme Elements of Islay. Il s'agit de single malt d'Islay, embouteillé brut de fût, et présenté dans des flacons de 50 centilitres évoquant des produits chimiques. Même les noms des whiskies ressemblent à des formules chimiques, et au travers desquelles on peut deviner la distillerie d'origine. Ainsi vient juste de sortir BW5, le 5e embouteillage d'Elements of Islay, issu de chez Bowmore, vous l'avez deviné. à 19 ans d'âge, embouteillé à 50,2 degrés. Ces bouteilles sont chères, mais rarement décevantes. Par la même occasion sont sortis le LP6, le LG5, le PL3, PL comme Porte Charlotte, super logique. et même le OC1. Tiens, Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous, car les collectionneurs le sont encore plus que vous. Triste nouvelle venant de la Bretagne, la distillerie Glenarmor ferme ses portes. On avait parlé dans un précédent podcast de la mise en place de l'IGP Whisky Breton. Bien que la plupart de leurs whisky entrent dans le cahier des charges de l'IGP, Jean et Martine Donnet, les fondateurs, estiment que cette IGP tire l'image de leur whisky vers le bas. En effet, les whiskys produits chez Glenarmor sont produits avec plus d'exigences que ne l'impose l'IGP. embouteillage à 46 degrés, pas de colorant, ni de filtration à froid par exemple. Pire, dans le cas de leur dernier né, le Only Rye, au sein de l'IGP, Jean et Martine ne peuvent pas appeler leur whisky single malt comme ils le souhaiteraient, mais sur ce point je les trouve un peu trop intransigeants et jusqu'au boutiste, même s'il est vrai que les Écossais ont fini par imposer au reste du monde qu'un single malt est forcément produit à base d'orge, ce qui n'est pas forcément le cas au départ. Et en dehors de l'IGP, ils n'ont pas le droit de dire que leur whisky vient de Bretagne, ce qui est compliqué à l'exportation notamment. Vous achèteriez un whisky où la région d'origine n'apparaît pas? D'un autre côté, serait-ce une disgrâce d'indiquer que ce whisky vient de France? La Bretagne, mais surtout la France, selon moi, qui perd donc une belle distillerie. Un sujet qui divise et qui continue d'alimenter les passions sur le net. Si je vous dis tourbé, fruité, mielleux, on se comprend tous. Mais il y a des adjectifs avec lesquels j'ai du mal dans les notes de dégustation. J'ai 3 exemples en tête. Charpenté, Bah donc, pour ce whisky, on a fait un abattage là d'une lambourde que l'on a mise en about. Ah, c'est-à-dire poser une pièce à rembrayement et d'onglet. Et puis après, bon, un cabestan, 2 chevrons, un empannon et le tour est joué. empyromatique, Ce mot difficile à caser au Scrabble est emprunté au vocabulaire du vin. Il désigne toute une famille d'arômes, les odeurs brûlées, fumées, séchées et grillées. Autant j'ai déjà croisé ce mot dans des notes de dégustation pédantes sur un site internet, suivez mon regard, autant je n'ai jamais rencontré dans la vraie vie un amateur de whisky déclaré « Ah ouais, il est trop empyromatique, quoi. Si vous croisez une personne qui utilise ce mot lors d'une dégustation, je vous autorise à la gifler. Et enfin, il y a mon petit préféré. Un mot assez fourre-tout, qui peut prendre plusieurs sens, qui dépend même de qui le prononce. Tout le monde a croisé ou utilisé ce mot. Je n'aurai même pas à le prononcer, car vous allez le deviner. Et d'ailleurs, je vais le remplacer par un Dans la bouche d'un vendeur, Vous allez voir, il est comprendre, je laisse planer le mystère, et comme je ne connais pas trop vos goûts, à vous de trouver ce que vous aimez dedans pour m'acheter la bouteille. Dans la bouche d'un fan niveau 4 qui se la pète, Non mais il se passe plein de trucs, c'est de la folie, c'est waouh, tu le sens aussi, c'est waouh. comprendre, j'ai le palais tellement fin que tu ne mérites même pas que je te révèle les secrets de ce subtil breuvage. Dans celle d'un fan niveau 3 ou 4, Il y a beaucoup d'arômes, certains apparaissent, d'autres évoluent ou disparaissent. Il est dans la bouche d'un fan niveau 2, Il se passe plein de trucs, mais quoi? Il est comprendre, compliqué. Et dans la bouche d'un fan de niveau 1, J'arrive à rien identifier moi, c'est agaçant. Hein. Je vais finir par faire un infériorité. alors vous l'avez
Aujourd'hui on parle du rail, avec ces artistes emblématiques des années 90, Cheb Mami, Rachita, Faudel. Non, mais le rail, R-Y-E. Autant pour moi, le rye, seigle en anglais. Le rye est historiquement un produit américain. Américain au sens large, on en produit aussi beaucoup au Canada. À ce titre, vous trouverez souvent le mot whisky, Avec un E. accolé derrière l'adjectif rye sur l'étiquette. Whisky de seigle donc. Souvent mais pas toujours. On avait parlé sur la chaîne du whisky à l'épisode 26 du Copper Fox Rye, qui était trop jeune pour porter la mention whisky. Il faut 2 ans de maturation minimum pour y prétendre. Souvent mais pas toujours. Encore? On va évoquer aujourd'hui un rye whisky qui n'est pas un rye whisky. Vous suivez toujours? En termes de composition du mash bill, on doit y trouver 51% minimum de seigle, le reste étant souvent composé de blé et ou de maïs et ou d'orge maltais. Mais la plupart des rye whiskies ont une teneur en seigle bien plus élevée, typiquement autour de 80%. Un point qui le rapproche de son cousin le bourbon, le rye whisky a mûri, On dit maturé. a été élevé dans des fûts de chêne neufs. Je vous propose aujourd'hui une battle Ça faisait longtemps. entre 2 rye. Le premier est un rye, je dirais à minima, car il contient 51% de seigle, 32% de maïs et 12% d'orge. Il s'agit d'un rye américain d'au moins 4 ans, provenant du Kentucky, terre du Bourbon, le Rittenhouse Rye 100 Proof. L'autre est à l'opposé, composé à 100% de seigle. C'est un rye hollandais, Mais oui. le Millstone Rye 100 Proof, et qui est un 100 mois d'âge en passant, soit environ 8 ans. Voici un aparté sur la mention Proof, présentée par notre sponsor Whisky Ecosius et Hypotenuse.com. Pour un whisky américain, vous divisez par 2 le nombre situé devant le mot proof et vous obtenez le titre en alcool. Pour un scotch, c'est plus compliqué, mais la mention 100 proof correspond à environ 57 degrés. L'utilisation du chêne neuf apporte beaucoup d'épices au whisky, et c'est un trait commun au rye et au bourbon. Par contre, la céréale choisie a une grande influence sur le goût et la texture. Autant le bourbon va donner un côté gras, presque beurré au bourbon, autant le seigle va apporter un côté éventuellement fruité, mais surtout un côté intrinsèquement épicé. Autrement dit, épices issues du grain plus épices issues du fût égale, on s'attend à un whisky très épicé. C'est ce caractère très affirmé que le mixologiste, Les barman en français. les barmen en anglais, Pas de faire fou. c'est ce caractère très affirmé que le mixologiste, disais-je, recherche en incluant du rye whisky dans leur cocktail, afin que les épices et l'attaque franche du spiritueux transparaissent dans le mélange final. Un des cocktails les plus connus, le Manhattan, utilise du rye. On a un jingle cocktail, J'ai pas eu le temps, ça m'a pris des plombs de composer le morceau pour ta vanne sur le rail tout à l'heure. 5 centilitres de rye whisky, 2 centilitres de vermouth rouge et quelques gouttes d'Angostura Bitters. Bon, et si on passait enfin à la dégustation? Pour le Rittenhouse, au nez, caramel et menthe, doux, vanille, puis les épices et un côté céréalier assez sec. En bouche, attaque très franche avec quelques fruits et pas mal d'épices, mais également une douceur due à la part non négligeable de maïs dans la composition. La finale est tapissante et caressante, puis ensuite très sèche. Avec de l'eau, le nez se simplifie pour rendre essentiellement de la vanille. La bouche met désormais en avant le chêne. Finale longue. Pour le Millstone, au nez zeste d'orange, très marqué, ainsi que du bois et une note épicée. Est-ce que c'est du paprika, du vinaigre de cidre? Je sais pas, mais en tout cas j'ai déjà eu cet arôme dans des chips. En bouche, puissant mais jamais agressif. On retrouve ces oranges avec énormément de fruits juteux, et beaucoup d'épices comme prévu, qui se font longtemps ressentir jusque dans la finale. On a plus tard un arrière-goût boisé avec une note de chocolat. Avec un peu d'eau, le nez est toujours très aromatique et les épices sont encore plus affirmées. Au final, le Rittenhouse représente la quintessence, Ou le cliché, c'est selon. du rye, un drame musclé et sec, alors que le Millstone joue une carte beaucoup plus fruitée. Vous trouverez facilement le Rittenhouse entre une trentaine et une quarantaine d'euros, et le Millstone, plus rare, entre une quarantaine et 90 euros, selon que vous cherchez sur un site néerlandais ou anglais, si vous voyez ce que je veux dire. Les Britanniques ont toujours été de grands consommateurs de whisky. Mais à la fin du 19e siècle, la consommation a bien augmenté, surtout auprès de la bourgeoisie. Pourquoi? J'attends vos réponses à cette question dans les commentaires de la vidéo ou sur Facebook. À bientôt pour un prochain épisode.